On est au complet. Merci à tous. Désolé pour le petit problème technique qui est dû à un fuseau horaire. Mais je partage cette information. Voilà. Bonjour Thierry, on te voit. Qui est dû à un problème de fuseau horaire sur Zoom qui, par défaut, mettait plus l'heure parisienne, française, mais une autre heure. Et donc, un webinaire qui a expiré, mais rien de grave, puisque je vois qu'on est très nombreux aujourd'hui, plus de 130 personnes. Et donc, j'en profite pour tous vous saluer. Vous remercier les spectateurs de venir à ce webinaire donc, dédié à cette lancinante question, cette lancinante objection des vendeurs. Mais pourquoi ne pourrais-je pas vendre tout seul et pourquoi ne pourrais-je pas me passer d'un intermédiaire? Et c'est la question qu'on va essayer de se poser avec toujours ce qui est l'objet de ces webinaires, c'est-à-dire donner la parole à des mandataires qui parlent à des mandataires, à des conseillers immobiliers qui parlent à des conseillers immobiliers, et pour essayer de partager au maximum les bonnes pratiques et de faire monter le niveau de jeu de toute la profession. C'est bien l'objectif de ces webinaires organisés par la Maison des mandataires. Aujourd'hui, le thème qu'on traite, c'est le thème de l'intermédiation et de comment répondre à un client, à un prospect qui, soit de manière très explicite, vous indique qu'il préfère vendre seul, soit de manière plus implicite, vous laisse entendre qu'il est en réflexion quant à cette option-là, et donc se demander au fond comment on arrive à convaincre. Sachant que, et ce sera le seul point d'introduction que je ferai, sachant qu'en France, la France se caractérise par un taux d'intermédiation qui est plutôt plus faible que celui des autres pays qui sont développés. On rappelle souvent qu'aux États-Unis, 95-99% des transactions sont intermédiées, donc il y a un agent immobilier ou un conseiller immobilier qui intervient. Ce chiffre est aussi très élevé, au-delà de 95% en Angleterre. En France, vous connaissez le fameux chiffre de 70, dont personne ne sait si c'est vraiment 65 ou 70 d'ailleurs, mais disons 70, et ben ça fait 20 points d'écart au minimum, voire même 25 points d'écart avec les deux pays, États-Unis et Angleterre, que j'ai cités auparavant. 20 points d'écart, ça veut dire, pour ce qui concerne les derniers mois et les dernières années, 200 000, 250 000 transactions qui échappent aux professionnels chaque année. Et donc, évidemment, et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là, le jour où la profession arrive à avoir des meilleures réponses et à convaincre plus de vendeurs de passer par un intermédiaire, la profession gagnera de fait un marché de 200 000, 250 000 transactions en plus, et donc des opportunités pour tous ceux qui la font vivre. Voilà, on va donc commencer ce webinaire en donnant la parole à nos trois panélistes. Et la première question que je vais vous poser, je la poserai un peu la même aux trois panélistes, essayons d'avoir des réponses les plus courtes possibles et les plus concrètes possibles. Je crois que c'est ce qui intéresse les gens qui nous écoutent. Petit 1, dans la question, vous présentez rapidement qui vous êtes, pour quel réseau ou quelle enseigne vous travaillez. Et puis ensuite, peut-être les arguments que vous entendez chez les vendeurs qui vous expliquent qu'ils veulent vendre seuls. Alors, j'imagine qu'il y aura le sujet des commissions, mais est-ce qu'il y a d'autres arguments? Et puis, est-ce qu'il y a des arguments qui sont plus récents? Et ce que j'ai dans la tête, c'est notamment le fait que depuis qu'il y a Internet, il y a plein d'informations qui sont accessibles en ligne pour l'estimation, etc. Et donc, est-ce que Internet a changé la donne dans les arguments qui sont donnés par les vendeurs pour, au fond, préférer vendre seul? Et donc, par galanterie, je ne peux pas donner la parole à quelqu'un d'autre que Caroline, qui est la seule représentante féminine aujourd'hui. Donc, Caroline, te présenter rapidement et puis nous donner un peu, voilà, toi, ce que tu vois sur le terrain comme objection sur ce sujet, sur ce thème. Bonjour à tous, merci pour cette invitation et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Donc moi, ça fait maintenant plus d'1 an que je suis chez Liberkeys. Donc je suis spécialisée sur le secteur d'Asnières, Clichy, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne. Voilà, donc et je suis donc mandataire. Par rapport à cette question, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de particuliers qui ont tendance à nous dire qu'ils peuvent vendre par eux-mêmes parce que c'est vrai que l'outil Internet a aidé. Ça a énormément aidé dans la visibilité. On peut remarquer qu'aujourd'hui, la plupart des acquéreurs passent par Internet pour chercher leurs biens. Et donc, en tant que particulier, on a tendance à penser qu'on maîtrise les outils comme un agent immobilier et qu'on va pouvoir atteindre autant d'acquéreurs. Je trouve aussi qu'on a de plus en plus de particuliers qui estiment que grâce toujours à Internet et à toutes les informations qu'on peut avoir, c'est vrai qu'on voit des sites comme Se Loger, comme Meilleurs Agents qui donnent beaucoup d'informations, aussi bien sur un prix au mètre carré que des informations sur comment se passe un petit peu le marché de l'immobilier. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont tendance à estimer le métier d'agent immobilier comme un métier qui peut être accessible à tout le monde et qu'en tant que particulier, eux-mêmes ont à l'époque acheté, voire même ont potentiellement des expériences d'avoir vendu et acheté auparavant et donc estiment qu'ils peuvent globalement faire notre métier et sont au courant de ce qui se passe sur le marché.
Très clair. Et alors, peut-être poser une question, Caroline, avant de partager la parole. D'ailleurs, j'invite Thierry et Olivier à vous mettre en mute quand vous n'avez pas la parole. Comme ça évite des petites interférences. Je vous remercie, et Olivier et Thierry, pour ça, pour désactiver le son. De manière très concrète, si par exemple, on prend le site Meilleur Agent, qui est le site qui va voir passer 2 tiers des vendeurs. Deux tiers des vendeurs passent par Meilleur Agent avant d'aller voir un conseiller immobilier. Donc, très concrètement, c'est quoi, toi, Caroline, dans ton quotidien, qu'est-ce que ces gens-là ont vu sur Meilleur Agent? De manière très concrète, au-delà peut-être de l'estimation, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments qui les amènent à dire maintenant que j'ai ce prix-là, je pourrais vendre tout seul. De manière très concrète, si on prend le cas de Meilleur Agent et de cette source d'information qui est effectivement très importante, très consultée par les vendeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Meilleurs Agents, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de choses qui sont de sources d'informations sur aussi bien le marché, mais sur voilà, ce fameux prix d'estimation. Et ça leur permet de voir ce qui se fait à côté de chez eux. Donc, en fait, les gens ont tendance à faire un espèce de benchmark via différents sites Internet comme Meilleurs Agents, mais ils ne vont pas seulement s'arrêter à ça, ils vont aller sur Se Loger, ils vont aller sur Le Bon Coin, ils vont aller regarder différentes choses et finalement, ils vont faire un peu leur benchmark et juger du prix de l'immobilier, estimer un peu à la mano leurs biens en ayant un regard qui est pas totalement objectif puisque c'est leur bien. Et donc, il y a cette partie un peu affective dans l'estimation bien souvent. Ok. Merci Caroline. Évidemment, vous vous en doutez, là, on fait un peu le constat de ce que peuvent être les objections et puis ensuite, je réinterrogerai nos panélistes sur les façons de répondre à ces objections parce que c'est évidemment ça qui intéresse aussi les gens qui nous écoutent. Mais c'était un premier tour de piste. Cher Thierry, de chez Homeland Transactions, qui, comme Liberkis d'ailleurs, est un des partenaires de la Maison des mandataires et on en est ravis. Thierry, peut-être te présenter et aussi, peut-être en complément de ce qu'a dit Caroline, toi, les objections que tu entends et les arguments qui sont mis en vente par ces fameux prospects qu'on n'arrive pas à convaincre. Thierry, est-ce que tu nous entends? Hop là, Thierry était censé être parmi nous. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un problème chez Thierry? On va enchaîner. Du coup, tu auras la parole, Caroline, pendant tout le début. Puis dès que nos amis reviennent, je ne sais pas pourquoi. Là, pour le coup, il y a un problème qui est malheureusement chez eux et pas chez nous. Donc, Caroline, la question très simple qui vient après, c'est les réponses à apporter en tant que conseiller immobilier à ces objections. Peut-être notamment sur la question du prix, où les gens aujourd'hui arrivent, les vendeurs arrivent avec pas mal d'éléments. Vous, chez Liberkey, c'est quoi vos trucs et astuces pour répondre à ces objections sur un vendeur qui dirait mais je sais déjà ce que ça vaut, j'ai déjà fait mon benchmark, c'est-à-dire mon petit comparable, pour reprendre ton expression. C'est vrai qu'aujourd'hui, un particulier va avoir en tête aussi les commissions qui sont souvent importantes dans beaucoup d'agences. Donc, chez Liberkey, c'est vrai que nous, notre petit plus, bien évidemment, c'est notre commission à frais fixes qui nous permet de nous positionner très facilement et de finalement ne pas impacter énormément le prix affiché entre le net vendeur et le prix frais d'agence inclus. Donc ça, c'est un de nos plus. Après, à côté de ça, en termes d'arguments, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, il y a tout cet aspect. En tant que mandataire, notre rôle, c'est le conseil. C'est le conseil et tous les aspects techniques. Un particulier, quand il va être en contact avec un acquéreur, il va pouvoir discuter un petit peu avec un acquéreur, mais malheureusement, il ne va pas pouvoir aller en profondeur comme nous, on peut le faire. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a la possibilité notamment de discuter financement. C'est un sujet qui est un peu touchy, surtout en France. Le financement, c'est toujours un peu compliqué entre particuliers. Nous, en tant que professionnels, on a plus de poids, plus de possibilités de poser des questions, d'en savoir un petit peu plus, notamment aussi d'avoir en main des simulations, des accords de principe avec des banques, ce qui nous permet de qualifier réellement l'acquéreur et de pouvoir s'assurer qu'on va être sur une visite qui est qualifiée, qui est constructive et si l'acquéreur est intéressé, d'avoir une offre qui va déboucher. À côté de ça, en tant que professionnel, on va aussi pouvoir guider, conseiller aussi bien un vendeur qu'un acquéreur sur tous les aspects juridiques. En ayant notamment un pôle juridique, ça nous permet de les conseiller sur tout le process de vente, de les accompagner, de travailler avec des notaires partenaires. Et toutes ces choses-là, ça nous permet de les accompagner de bout en bout. Un acquéreur, notamment, on peut aussi l'accompagner sur tout ce qui va être travaux. Par exemple, lorsqu'on visite un bien qui nécessite beaucoup de travaux, en tant qu'acquéreur, on est un petit peu seul, on est face à un particulier qui n'a pas forcément toute
toutes les connaissances nécessaires et qui, lui, ne voit pas forcément les choses de la même manière qu'un acquéreur, parce que c'est deux visions différentes, deux goûts, deux projets aussi différents. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir accompagner aussi bien l'acquéreur que le vendeur. Donc, c'est par ce rôle de conseil et par nos connaissances et les autres prestataires et les personnes avec qui on travaille, on va pouvoir répondre à l'argumentaire et contrer un petit peu un particulier. Merci Caroline, c'est très bon, c'est un très bon point que je résume là en une seconde et après je passe la parole à Olivier qui est maintenant parmi nous par le son et l'image. Bravo, magnifique. On n'y croyait plus. Non, ce que tu dis qui est très juste à mon avis, c'est l'idée qu'une transaction immobilière, c'est pas juste un vendeur, un agent immobilier et un acheteur. C'est un écosystème, travaux, banque, assurance, déménagement. Et là, effectivement, un vendeur qui se sentirait capable de peut-être vendre tout seul, au fond de trouver un acheteur tout seul, il faut quand même lui rappeler que pour tous les autres sujets, il sera aussi du coup seul. Je pense que c'est ça que tu dis. Et je trouve que c'est un très bon argument de raisonner en tant qu'écosystème et des différentes parties prenantes. Cher Olivier, qui nous vient de chez UXP, mon ami Olivier, un peu les deux mêmes questions. D'abord, te présenter rapidement, peut-être un mot sur UXP, même si vous savez que l'objet de ces webinaires, ce n'est pas du tout d'être dans la publicité ou le marketing de son réseau, mais de partager des bonnes pratiques. Les objections que tu entends, je sais que tu fais ce métier depuis, sans te manquer de respect, Non, à quelques peu années. près, presque un an là. Mais Mais je tu suis t'es fait dans investisseur, je l'immobilier. suis Voilà. investisseur depuis 25 ans. C'est marrant, Voilà. j'en parlais avec Samuel Co hier soir. Et en fait, j'ai, oui, depuis plus d'une vingtaine d'années, à chaque fois que j'ai atterri dans un nouveau pays, j'ai investi, et même pas uniquement dans un nouveau pays, mais aussi en France, dans plusieurs lieux. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire et que j'apprécie à titre personnel. Et je suis chez XP, comme oui, ça va bientôt faire une année. En fait, EXP est tout neuf en France, donc ça serait dur d'être depuis plus longtemps chez EXP. Mon terrain de jeu, c'est Paris. En fait, Paris 7e et Paris 15e. Enfin, moi, j'ai une équipe déjà constituée, il y a une dizaine de personnes. Donc, disons que on s'intéresse beaucoup à Paris. On est également sur Rhône-Alpes. On a aussi des contacts assez avancés sur la Corse. Ah oui, c'est qu'il y a ce tropisme. Alors, question très concrète et réponse très concrète. Les objections que tu entends, est-ce que tu sens qu'il y a des nouvelles objections? Est-ce que, par exemple, depuis le déconfinement ou depuis cette période-là, il y a des objections un peu différentes? Par exemple, des gens qui auraient plus de temps chez eux, donc qui auraient fait des recherches plus approfondies. Je parle des vendeurs avant d'aller voir un conseiller. Donc, à la fois les objections et puis très vite, si tu peux aussi nous donner tes trucs et astuces pour répondre à ces objections de gens qui aimeraient faire du PAP et à qui on recommande de ne pas faire. Je crois qu'en préambule, il est bon de noter pour rebondir sur les chiffres que tu as donnés, qu'on connaît tous, je crois que c'est aussi quelque chose qui se passe dans la durée. C'est-à-dire qu'on parle de 70%, mais au début d'intermédiation, au début, les velléités des propriétaires d'agir par eux-mêmes sont très très fortes. Et c'est un peu comme être prof, quoi. Tout le monde pense qu'on peut être prof. Tout le monde pense qu'on peut enseigner jusqu'au jour où vous vous retrouvez face à une salle de classe et vous êtes un petit peu bouche bée, vous savez pas trop comment gérer tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage d'évolution au cours des mois, 3, 4 mois. Et c'est pour ça que c'est intéressant Nous, on n'a pas vocation à vendre coûte que coûte de l'intermédiation. On veut juste leur faire comprendre par eux-mêmes que c'est leur intérêt. Donc, pour ça, concrètement, quand on se retrouve au début de leur processus de vente et qui sont voilà, armés et se disent je vais tout faire tout seul, nous, on leur dit mais grand bien vous fasse, n'hésitez pas, allez-y. Et on se revoit dans 1 ou 2 mois. Et donc, gentiment, on voit les comportements évoluer et après, ils reviennent vers nous et ils nous disent mais oui, finalement, c'était frappé du bon sens que c'est un vrai métier. Mandataire, être capable de vendre pour d'autres, ça nécessite un professionnel. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une logistique. Enfin, aujourd'hui, le plus grand luxe, c'est peut-être le luxe de posséder le temps,
de maîtriser le temps. Et c'est vrai que nous, on le voit dans beaucoup de nos clients, ils ont quand même des contraintes qui sont très, très fortes. Et puis moi, je leur dis tout simplement, essayez d'organiser vous-même les visites, vous allez voir. C'est votre femme qui va pas être contente. C'est votre femme qui va et vos enfants qui vont être dérangés et ça va être. Enfin, ce sont des clients, ce sont des gens exigeants, donc ils ont une démarche qui est quand même tout autre. Et pour prendre un exemple très concret, moi, je fais aucune visite avec les personnes dans la maison ou dans l'appartement. C'est quelque chose de tout bête, mais le propriétaire vendeur n'est pas forcément au courant de tout ça. Enfin, nous, on a la chance chez XP. Alors oui, on a des gens qui sont aguerris, qui sont professionnels de l'immobilier depuis très longtemps. Ben, Samuel Pau, il a quand même 23 ans d'immobilier. Il a fait que ça. Moi, j'ai fait d'autres choses avant, mais en plus de l'immobilier, enfin, j'étais plutôt dans l'immobilier résidentiel avec location sur de courte durée pour les vacances, en fait. J'ai fait ça depuis 13 ans, mais sur le transactionnel, ça a été un nouveau chapitre pour moi. Et je me suis vraiment intéressé à ça, à comprendre qu'est-ce qui pouvait que, en fait, on n'est pas vraiment à les convaincre, parce que le titre de notre webinaire, c'est convaincre. Moi, je préfère qu'ils se convainquent eux-mêmes. Je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes. Je veux pas. S'ils sont convaincus, s'ils pensent qu'ils vont le faire, et il y en a qui vont le faire, ben, et qu'ils le fassent, il n'y a pas de problème. Mais je reviens aux critères qui sont essentiels. On a parlé de la logistique. Alors, je crois que c'est Caroline qui a énoncé aussi d'autres éléments de logistique. Voilà, ce que pourrait le déménagement, enfin tous les travaux, enfin tous ces éléments-là qui sont quand même un petit peu pas à la portée forcément du kidam moyen. Mais il y a aussi des choses qui sont de plus en plus complexes. C'est pour ça que je suis assez confiant sur cette tendance à renforcer en fait notre part de marché sur. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire grandir le gâteau. Et le gâteau, il va grandir. J'aime bien regarder. Tu as cité les exemples outre-Atlantique et outre-Manche. Il est clair que c'est intéressant ce qui se passe là-bas et c'est quand même en lien avec ce qu'on voit aussi une complexification du métier. Je prends un exemple tout bête, le DPE. Le DPE. Tu vas trop vite en besogne, Olivier. C'était ma deuxième question. Donc, j'y reviens sur la complexification. Mais c'est pour moi le vrai point. C'est expliquer aux clients effectivement que l'objet logement est un objet qui se complexifie. Tu as cité le DPE, on y viendra juste après. Je finis juste le tour de table. Mais évidemment, plus on arrive à démontrer aux clients que en fait, la matière immobilière, la matière logement est une matière qui n'est pas si simple à appréhender, plus du coup, on se donne le bon rôle en tant que conseiller immobilier. Merci beaucoup, Olivier. Je retiens de ce que tu as dit là en préambule, mais après, je te réinterroge mais sur le DPE. Mais la question du temps et la question de ne pas convaincre à tout prix, de aussi laisser les gens se convaincre eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est un point qui est intéressant. Oui, si je peux ajouter un autre point, c'est la procédure d'achat. La procédure d'achat, c'est quand même, on est dans un contexte juridique assez formaté, donc qui évolue et qui ne doit pas être pris à la légère. C'est quand même c'est engageant. Donc, c'est vrai que nous, on leur conseille quand même de bien réfléchir à ça. Après, bien sûr. Bien sûr. De choisir. Mais je voudrais pas monopoliser la parole. Je voudrais bien écouter Thierry. Tiens. Mais merci en tout cas, Olivier. Je reviens à toi parce que tu as évoqué le sujet du DPE et donc on y reviendra. D'ailleurs, avant de passer la parole tout à Thierry, je réponds juste à un commentaire d'Alex qui nous dit qu'il y a quand même des arguments à donner. J'invite tous les spectateurs qui nous écoutent et qui eux-mêmes ont des trucs et astuces et des arguments qui mettent particulièrement en avant, à les partager vraiment sur le fil. Je veux dire, Alex, il y a des éléments qu'on n'a pas abordés, ni Caroline ni Olivier, par définition, on n'a pas encore tout abordé. Sentez-vous très libre de les proposer. Thierry, je crois qu'on t'a aussi maintenant par le son, par l'image de chez Homeland Transactions, partenaire aussi de la maison des mandataires. Ravi de t'avoir parmi nous. La question, c'est aussi te présenter rapidement, les objections que tu entends et peut-être aller te faire réagir à une objection qu'on n'a pas trop abordée. Caroline l'a abordée très rapidement, et quand même l'objection de la commission. Voilà, je pense que c'est une objection qui existe de vendeurs qui ne veulent pas passer par un intermédiaire, d'abord parce qu'ils ne veulent pas payer la commission. Donc, je te laisse te présenter et peut-être nous dire comment toi, en tant que professionnel de l'immobilier, tu réponds à cette objection qui est d'ordre très économique, financière. Alors, bonjour à tous, je m'excuse, j'ai eu des petits soucis techniques. Donc, je travaille auprès du réseau Homeland Transactions depuis 2 ans et demi maintenant, avec sous couvert d'Émilie Viala. Donc, j'ai 57 ans et ça fait 34 ans que je travaille également dans la bureautique. Et quand je suis arrivé dans
dans le domaine de l'immobilier. Enfin, je ne suis pas arrivé par hasard dans le domaine de l'immobilier. C'est suite à une acquisition de maison où j'ai été surpris de voir qu'en fait, les agents immobiliers que j'avais rencontrés ne s'étaient pas intéressés à mon projet. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y avait un manque. Et en fait, je m'aperçois que ce manque, il est vraiment réel. En fait, les agents immobiliers, en règle générale, sur mon secteur, passent beaucoup de temps pour prendre des mandats. Et une fois que le mandat est là, il ne se passe plus rien. Les vendeurs, les propriétaires vendeurs n'ont plus aucune nouvelle. Même quand il y a des gens qui viennent visiter, il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Et je pense que l'agent immobilier aujourd'hui, il aime ses produits, mais il n'aime pas ses clients. Et moi, par rapport à ce qui se passait dans mon métier lié à la bureautique, je m'efforce de tomber amoureux de mes clients, de leur donner de mes nouvelles très, très régulièrement. Et même quand ils ne sont pas encore clients, je les appelle et je me trouve face à une situation où même quand il y a d'autres agences avec moi, il n'y a que moi qui donne des nouvelles de ce qui se passe, combien il y a eu de clics, combien il y a eu, etc. Et donc, j'efface un petit peu tout ce souci de commission, pas commission, frais d'agence, pas frais d'agence, etc. Parce qu'en fait, quelque part, le vendeur, il paie, enfin, le vendeur, même si les charges vendeurs sont de plus en plus monnaie courante dans le monde de l'immobilier, mais ce n'est pas lui réellement qui paye ses frais. Donc, c'est plus l'acheteur qui voudrait essayer de contourner le système. Il y a vraiment, dans ce métier, il faut vraiment prendre soin des gens qu'on a en face de nous. Et moi, quand je vais prendre un mandat chez un client vendeur, je lui présente les autres biens que j'ai parce que ça peut être important aussi de lui faire voir comment je travaille, comment ça se passe, les gens qui ont vendu des maisons par mon intermédiaire, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les liens qu'on garde et tout. Il attend beaucoup de nous et la maison, c'est secondaire pour moi. C'est intéressant comme point de vue et comme introduction sur ce sujet, effectivement, le côté relation client. On aura l'occasion d'ailleurs de faire un webinaire sur typiquement cette question de l'accompagnement post-signature du mandat. Parce qu'effectivement, il y a parfois des conseillers immobiliers, tu l'as dit, qui se désintéressent de la chose une fois que le mandat, c'est une sorte de don Juan du mandat, quoi, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est Mais obtenu, il s'intéresse. l'humain, si je peux me permettre, oui, l'humain tel que l'a décrit Thierry, l'aspect humain, je trouve que c'est ce qui fait la beauté de notre métier, en fait. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et alors, Thierry, sur la question de la commission, tu dis en fait, ce n'est pas vraiment une question pour le vendeur, puisque c'est à charge acquéreur, etc. Pour autant, ce qui est, à mon avis, tu as une première bonne réponse à apporter. Pour autant, sur le montant de cette commission, peu importe par qui elle est payée, comment tu la justifies quand on te demande des éléments là-dessus? Qu'est-ce que tu mets en avant? Voilà, sur une réponse très concrète d'un vendeur qui dirait, OK, je comprends que le service va me coûter 8 000 ou 10 000 euros pour prendre la commission moyenne. Comment tu justifies? Et puis, je poserai aussi la question à Caroline et Olivier ensuite. Mais toi, Thierry, voilà, encore une fois, cette question qui est évidente et qui se pose souvent dans nos métiers. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis face à un propriétaire vendeur et que je viens, l'essentiel de mon travail a une finalité, c'est de prendre le mandat, hein, comme tout le monde. J'ai tellement fait valider des oui auparavant dans ma présentation, dans tout ce que je fais comme critère, que c'est plus une question quand il y a le prix qui est finalisé à la fin, ça n'est plus d'actualité. Il y a eu des validations en amont et donc ça se fait tout seul, quoi. Et en fait, c'est le client, il sait pertinemment qu'il y a des frais d'agence, il sait qu'il va y avoir après des frais de notaire, c'est un contexte, c'est assimilé par tout le monde, il ne faut pas se cacher, le prix est un prix et voilà, il ne faut pas avoir peur. C'est souvent nous qui nous mettons la pression par rapport à ce prix-là que le client, je pense. C'est très juste comme point, et en tout cas, l'idée, en tout cas, parce qu'on est bien dans cet objectif de convaincre, de passer par l'intermédiaire, peut-être par les prix, par les commissions, plutôt quand on a validé d'autres choses avant, je trouve que c'est effectivement une bonne approche.
Caroline, je vais poser une question qui m'a été soufflée à droite, alors qui reprend ce que je voulais te dire, mais effectivement, c'est comment on adapte aussi les arguments au profil du vendeur. Ça, c'est, je pense, évidemment important. Pour prendre peut-être deux extrêmes, est-ce que pour convaincre quelqu'un de passer par un intermédiaire, par un conseiller immobilier, est-ce qu'on s'y prend de la même façon pour un jeune dynamique habitant une grande métropole qui n'a pas beaucoup de temps que face à une personne peut-être plus âgée, disons peut-être à la retraite, qui elle a du temps et a moins de besoin? Vous voyez un peu où je veux en venir et peut-être Caroline, c'est bien, et Olivier, je voudrais ton regard aussi après sur comment on adapte cet argumentaire en fonction du type de vendeur. Bien évidemment, quand suivant par exemple les deux profils là qu'on prend en exemple, on va pas du tout avoir le même discours et on va devoir s'adapter. Thierry en parlait tout à l'heure, il y a l'aspect humain. C'est vrai qu'on est dans un métier où on a l'humain. Et donc, ce qui est important, et moi, ma priorité quand je prends contact avec un vendeur, que ça soit quelqu'un qui a un projet sur le long terme ou que ça soit quelqu'un qui a déjà mis, par exemple, son bien en vente sur le bon coin, ma question première, c'est découvrir son projet. Quel est son projet derrière? Les raisons qui fait qu'aujourd'hui, il vend. Pourquoi il vend? Et en fait, en découvrant son projet, les raisons de sa vente, on va aussi comprendre finalement quels sont les services sur lesquels on va devoir appuyer et dont il va surtout avoir besoin. Une personne qui, par exemple, est dans le cadre, un jeune dynamique qui aujourd'hui vit dans une grande métropole et veut changer d'habitation, potentiellement, lui, il va vouloir changer d'habitation rapidement, peut-être parce qu'il a un projet d'enfant derrière, peut-être parce qu'il veut agrandir sa surface, qu'il fait du télétravail. Donc, on va pas être dans les mêmes, on va pas lui proposer les mêmes services et on va insister sur des outils digitaux, on va insister sur une rapidité, le fait de passer par une agence, d'augmenter sa visibilité, de diffuser sur un nombre de portails qui est conséquent et qui va lui permettre de vendre rapidement pour lui entamer son projet d'achat derrière. Donc, suivant le profil, on va s'adapter suivant le profil et les besoins. On ne va pas parler de la même manière à des frères et sœurs qui sont dans le cadre d'une succession que d'un couple qui souhaite vendre leur premier appartement pour ensuite acheter une maison. Donc, il faut vraiment s'adapter. C'est de l'humain, donc c'est de la découverte. Et voilà, nous, on a des outils. À nous de proposer les bons suivant chaque projet. Et alors, merci beaucoup, c'est très clair. Et en termes de méthode, pour être encore plus précis, encore plus concret, je sais ce qui s'y intéresse. Et puis, Caroline, tu es félicitée par Alex Cortani, qui est très actif dans le chat de Pendancy. Très concrètement, quand tu vas à un rendez-vous prospect, alors, j'imagine que tu connais un peu le profil du prospect. Je sais que chez Liberty, dès le premier call, vous avez déjà une idée. Et au fond, tout le monde, avant le premier rendez-vous, a une idée plus ou moins précise. Et on comprend que plus on pose des questions, plus on va préciser ce profil-là. Donc, tu vois un peu le profil. Comment dire, quand tu es dans le métro pour rejoindre le rendez-vous du prospect, tu penses aux deux, trois arguments forts ou c'est plus du feeling. Enfin, toi, ton organisation, pour être le plus concret possible et pour éclairer un peu les gens qui nous écoutent et qui sûrement partagent nos constats, mais qui se disent, OK, au quotidien, comment je m'organise? Alors, c'est vrai que, bien évidemment, avant le rendez-vous, moi, j'ai déjà beaucoup d'informations puisque je pars à la découverte du client, des raisons, combien ils sont de propriétaires, pour quelles raisons ils vendent. Donc déjà, ça va me donner beaucoup d'éléments et naturellement, je sais vers quoi je vais me diriger. Après, je suis quelqu'un qui fonctionne aussi beaucoup au feeling et j'ai besoin de savoir un petit peu. Donc, je vais avoir des arguments et des outils que je vais vouloir mettre en avant en fonction du projet, mais après, la force de notre métier, c'est aussi s'adapter en fonction d'une situation. On sait s'adapter en fonction d'un acquéreur. Au moment des visites, on ne sait jamais vraiment finalement sur qui on va tomber, même si on a un peu discuté avec un acquéreur. C'est pareil avec un vendeur. On peut avoir discuté un petit peu avec lui au téléphone, puis finalement, le jour où on va le rencontrer, lui, entre-temps aussi, entre l'appel et le rendez-vous, il peut avoir eu des questions, des doutes qui sont intervenus. Donc, ce qu'il faut, c'est s'adapter et vraiment jauger à ce moment-là comment réaliser les arguments. Mais oui, avoir des arguments en amont, c'est important, mais s'adapter et répondre aux objections. C'est un mix des deux. C'est un Un mix de mix des deux. préparation Pour moi, c'est un mix des deux. et de capacité à Tout à fait. s'adapter au discours qui peut aussi changer. Le même vendeur peut ne pas être motivé par les mêmes choses. Peut-être sur le premier call, il voulait s'entendre qu'il voulait vendre vite. Et puis, au premier rendez-vous, il voulait s'entendre que finalement, il veut vendre cher. Ce qui parfois peut être antinomique, je pense, ces deux Tout à extrêmes. fait. Des fois, il y a des changements et même dans les Tout à doutes et fait. les questions qu'ils peuvent avoir, ils peuvent des fois accepter un rendez-vous tout en étant limite un peu réfractaire ou au contraire très volontaire. Et puis, quand on arrive au rendez-vous, on voit un petit peu un changement de comportement parce qu'ils ont eu une réflexion entre-temps, il s'est passé des choses dans leur vie. Donc, c'est à nous de s'adapter et de réagir face à ça.
Alors, Olivier, je te sais fin psychologue et donc je sais que tu essaies d'adapter ton discours à tes vendeurs. Peut-être deux arguments que parfois on met en avant chez les conseillers immobiliers. En vendant avec un conseiller immobilier, vous vendrez plus vite et vous obtiendrez un meilleur prix. Est-ce que toi, c'est des arguments que tu utilises? Oui, un peu, beaucoup passionnément, ça dépend des gens. Enfin, sur cette question-là, de manière très concrète, de ces deux arguments qui sont parfois et souvent mis en avant, le temps et l'argent. Oui, alors c'est intéressant, Martin, Vincent, que tu mettes ça en avant parce que en fait, moi je reviens à la question initiale, on parlait de valeur ajoutée. Valeur ajoutée, on a beaucoup parlé d'humain, évidemment que l'humain est au centre du jeu, ça, on est tous d'accord là-dessus, mais je crois que valeur ajoutée, c'est d'abord une notion financière. Et quand vient le sujet de la commission, j'ai bien aimé ce qui a été dit déjà, c'est que voilà, si on a fait la somme des oui, pour paraphraser Thierry, c'est vrai que c'est difficile après de dire non, mais c'est aussi des gens qui sont plutôt dans une bonne disposition et qui comprennent que en fait il y a évidemment une vraie valeur ajoutée à notre métier. C'est-à-dire qu'on peut prendre un cas concret, l'estimation. Je veux dire, de quoi parlons-nous? Tu as parlé, on va dire, d'aller 10 000 euros sur le territoire national pour une moyenne. Ben, si on fait une évaluation à 10 000 en plus ou en moins, ben, voilà, le sujet de la commission, ça y est, c'est réglé, quoi. Je veux dire, combien vous avez. Donc, j'en viens à dire que aller voir des personnes comme ça, des prospects qui se posent des questions, il faut avoir des vraies armes, il faut bien avoir travaillé son sujet et être à même de bien connaître le quartier et de dire, écoutez, voilà, sur votre évaluation, je pense que là, c'est pas cohérent avec ce qui se pratique. Et ça permet d'argumenter et de dire, ben, regardez, ça met d'une manière toute relative la notion de commission un petit peu sur le côté, parce qu'à 10 000 euros, ben, c'est juste le prix de la commission, vous voyez. Vous allez même faire, en travaillant avec moi, avec l'évaluation que je vous ai faite, c'est pas que je l'ai surévalué, c'est que j'ai regardé ce qui a été fait, j'ai regardé, j'ai fait ce qu'on dirait due diligence, on fait toutes les démarches pour vraiment bien comprendre combien vaut votre bien. Et bien, regardez, vous allez même faire plus d'argent en payant une commission à moi. Donc, vous gagnez plus, vous avez moins d'embêtements. Bah, voilà. Après, c'est à vous de décider. Si philosophiquement, pardon, ça vous pose problème de travailler avec quelqu'un, encore une fois, libre à vous. Mais je pense que toute personne qui normalement constituée, qui raisonne, se dit, bah, écoutez, oui, ça peut être judicieux. Et voilà, on peut essayer de travailler ensemble. Ça, c'est aussi important. Merci Olivier. Thierry, sur cette question, avec peut-être là aussi, hein, je lance des pistes, mais vous les prenez, vous les prenez pas, mais deux sujets peut-être qui ont été un peu moins évoqués. Le premier qui a été très vite évoqué par Olivier, c'est la complexité d'une opération. Peut-être qu'il faut rappeler aux clients, un DPE, surtout en ce moment, avec les différents changements, c'est pas si simple et c'est peut-être pas mal d'être accompagné d'un conseiller immobilier. Et une autre question, est-ce qu'on est toujours le meilleur vendeur de soi-même, hein? Et ça, je pense que c'est aussi une question, c'est est-ce que parfois, pourquoi est-ce qu'on prend un avocat, même sur des sujets qu'on maîtrise, parce qu'on estime qu'on est mieux défendu par un tiers que par soi. Est-ce que ça, Thierry, c'est des arguments que tu utilises, toi, pour la vente à un vendeur qui dirait « je vends seul » et à qui tu répondrais « oui, mais peut-être que tu ne seras pas le plus efficace pour mettre en avant les avantages de ton logement parce que tu as un rapport affectif avec, que tu le connais tellement que tu t'es habitué à un certain nombre de choses. » Donc là-dessus, Thierry, sur la complexité, l'exemple du DPE, et puis sur on n'est pas toujours le meilleur vendeur de soi-même. Moi, ce que j'utilise également dans la bureautique, c'est mettre un petit peu faire ce chemin inverse, c'est-à-dire mettre le client face à ses responsabilités. Est-ce qu'il est capable de me vendre à moi qui viens le voir sa maison? Est-ce qu'il est capable de m'expliquer les points positifs, même l'amener à me faire visiter sa maison, etc. Et c'est là qu'il va se rendre compte de la complexité de notre travail, la complexité que lui va avoir à me parler de DPE, qui va avoir, enfin, tout ce qui. Parce qu'en fait, quand on vend une maison et qu'on n'est pas professionnel, il y a des choses qu'on n'est pas en mesure de faire et qu'on a peur de faire. Et c'est là que c'est la personne qui va se rendre compte de la problématique, des problématiques de notre métier. Et je pense que c'est mieux d'amener un client vendeur à se rendre compte par lui-même que moi lui exposer que je suis capable de, etc. C'est un raisonnement par l'absurde.
Pardon? Alors, c'est une sorte de raisonnement par l'absurde, en tout cas, qui est très intéressant. Et donc, concrètement, pour être vraiment clair, hein, moi, demain, je veux vendre. En tout cas, je réfléchis à vendre. Je ne sais pas encore si je fais tout seul ou par un conseiller. Je te consulte, Thierry, donc tu viens chez moi. Et là, Oui. concrètement, tu te dis, bah, en fait, on va inverser les rôles et tu mets la personne en situation de manière très concrète, quoi. C'est comme ça que Voilà. tu agis. Ok. Quand je fais la présentation de ce que je fais, de ce que j'ai sur mon site, des maisons que j'ai à côté de chez lui qui sont en vente, pourquoi elles ne se vendent pas, pourquoi j'ai des visites, pourquoi je n'ai pas de visites, etc. Et petit à petit, j'amène le client vers ses responsabilités parce qu'il veut aller sur PAP ou mettre un article sur Le Bon Coin avec 3 photos, enfin une annonce sur Le Bon Coin avec 3 photos. Et c'est là que, de fil en aiguille, c'est le vendeur qui fait les réponses. C'est pas moi qui donne les réponses. Il connaît sa problématique et il sait qu'il a besoin de nous. Ok. Donc, tu mets le vendeur, enfin, vous mettez, parce qu'au fond, vous dites la même chose avec des mots différents, vous mettez le vendeur face à ce qui pourrait être une contradiction. C'est je veux vendre seul, mais je ne sais pas vendre seul. Et donc, c'est un art, effectivement, d'arriver à mettre à jour cette contradiction. Et effectivement, quand les gens y sont, et ben, la seule réponse qu'ils ont apportée, c'est bah, du coup, je passe effectivement par un intermédiaire. Là-dessus, Olivier, tu veux réagir sur cette question et peut-être nous parler du DPE comme un des arguments qui permettent de mettre les gens face à leur potentielle contradiction. Ouais, enfin, j'aime bien ce que dit Thierry, parce que moi, j'avais un très bon copain qui travaillait pour Rank Xerox. Donc, je sais pas si c'était C'est son pas la même passé. marque. Des- des- mais voilà, je trouve que mettre le client devant ses responsabilités, c'est très riche. Moi, j'ai eu le cas, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un, voilà, il voulait vraiment me vendre. Je lui ai dit, écoutez, vous savez quoi, on va faire un petit jeu. Je vous donne les clés, vous me faites visiter tout, vous m'expliquez. Moi, je suis acheteur. On inverse les rôles. Et ben, il l'a fait 2 minutes et après il m'a dit, mais en fait non. En fait, voilà, il me l'a dit. Donc, euh, les gens, c'est pas. Attention, on n'est pas dans. C'est pas pour humilier les gens, c'est pas pour les mettre mal à l'aise, c'est pas pour. Mais c'est pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que en fait, ouais, c'est un métier. Donc, voilà, il y a tellement de choses auxquelles il faut penser. Et puis, évidemment, il y a l'humain, il y a tout le côté psychologique qui rajoute une couche. Voilà, on peut être des ouvreurs de porte, voilà, ou on peut être tout autre chose avec une valeur ajoutée. Et je pense que c'est là où on peut faire la différence. Donc, pour répondre à ta question, c'est clair que sur le DPE en particulier, on l'a bien vu, enfin, les gens sont un peu perdus quand même avec tout ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est intéressant il y a quand même c'est le sujet du moment, hein, la loi du 22 août 2021, donc la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, qui nous contraint tous de plus en plus. Et c'est vrai que pour un propriétaire, comprendre ce que ça implique, notamment en termes de coûts, parce que là, on a parlé de DPE, mais il y a aussi euh, on pourrait parler de ma prime rénov, on pourrait parler de, voilà, si une copropriété a une étiquette F ou G, surtout s'il y a des velléités de location derrière, ou même une maison, hein, une villa, ça peut devenir rapidement assez compliqué, un petit peu ardu. Donc, moi, j'hésite pas à leur poser leurs questions, à leur poser la question qu'est-ce que vous faites par rapport au DPE? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez réfléchi? Et les travaux, comment vous allez? Est-ce que vous savez que vous pouvez aussi bénéficier d'aides? Il y a quand même une multitude d'aides. Est-ce que vous êtes capable de trouver voilà, la pelote, hein, tirer le bon fil, et puis parce que c'est un petit peu compliqué parfois de trouver les bonnes aides pour les bons travaux. Donc, tous ces éléments-là, je crois qu'ils sont capables de les entendre. Ouais. Et je pense que oui, quelque part, globalement, il y a un bon retour. Je trouve que c'est plutôt positif. Vous en avez toujours qui diront non, ou qui veulent en faire une affaire personnelle. Mais sur la durée, on peut leur faire rendre raison. Et ces 30%, les 200 000 que tu parlais tout à l'heure, moi, je trouve que c'est un gâteau qui est assez alléchant. C'est enthousiasmant. Merci beaucoup Olivier pour ce point. Et d'ailleurs, on voit bien qu'on tourne toujours sur tous les webinaires, peu importe le sujet, on revient au sujet d'expertise. Parce que pour montrer au vendeur qu'il n'a pas l'expertise sur un sujet
données, par exemple sur le sujet des PE, encore faut-il que le conseiller l'ait et la maîtrise totalement. Sinon, là, c'est l'effet qui peut être inverse. Donc, on y revient toujours. J'aurais une dernière question à vous poser, puis je vois qu'il y a des questions aussi dans le chat, mais on va essayer de vous libérer tout à 55. Je vois que les gens ont envie de partir. Il y aura un replay, effectivement. La dernière question que je voulais vous poser à tous les trois, et ça appelle peut-être une réponse vraiment de 30 ou 45 secondes. On a parlé beaucoup de discours, d'arguments. On a moins parlé, j'allais dire, d'outils au sens, par exemple, est-ce qu'on monte son téléphone parce que on travaille dans un réseau qui a une super appli pour que le vendeur puisse suivre et donc pendant le rendez-vous, il hésite, on lui montre comment il va pouvoir suivre l'opération. Est-ce qu'on lui montre sur son téléphone la note qu'on a sur ImoAdvisor ou sur Meilleur Agent ou sur Google? Est-ce qu'on lui laisse un prospectus avec la liste des transactions qu'on a faites? On a beaucoup parlé de discours. Si on parle un tout petit peu livrable ou contenu, quoi. Caroline, en vraiment 30 secondes, un rendez-vous qui se passe bien pour emporter la décision. Est-ce que chez Liberkeys, vous avez quelque chose à montrer? Voilà, au-delà de vous montrer vous, ce qui est déjà beaucoup. Alors oui, en effet, on a pas mal d'outils, notamment on a tous les outils digitaux qu'on met à disposition, notre plateforme avec les comptes, chaque vendeur a un compte sur la plateforme, donc on l'explique. Moi, je l'explique lors des rendez-vous pour montrer d'une part la transparence, ça c'est très important dans notre métier, la transparence et le suivi que le vendeur va avoir. Donc il y a montrer cette plateforme, il y a aussi la plaquette qu'on met à disposition, qu'on laisse lors des rendez-vous, qui est importante parce que ça reprend un peu tout ce qu'on s'est dit et ça reprend le fonctionnement Liberkeys. Et puis, je les invite toujours à se diriger vers Trustpilot. Trustpilot, c'est là où nos clients laissent leurs avis. Souvent, ils mentionnent même le nom des agents avec qui ils ont travaillé. Et quoi de mieux que le retour de clients pour être sûr de savoir avec qui on travaille. En plus, des fois, on a aussi des recommandations et donc ça argumente et ça aide dans le booking. Thierry, même question. Qu'est-ce que tu laisses sur ton passage et qu'est-ce qui reste une fois que Thierry est reparti du rendez-vous? Moi, ce que je laisse, c'est surtout un souvenir de moi. Je parle, on parle beaucoup en entretien et surtout quand je m'en vais, si j'ai pas réussi à prendre le mandat, je m'efforce à rappeler toutes les semaines le client pour savoir où il en est. Et je pense que c'est essentiel pour moi. Surtout quand les autres agences qui ont pris le mandat, elles, ne rappellent pas, ça fait basculer et c'est arrivé à plusieurs reprises de faire même derrière des exclusivités. Quand j'ai repris la main, j'ai réussi à vendre rapidement. Très clair. Eh ben, Olivier, tu auras le mot de la fin. Enfin, non, j'aurai le mot de la fin pour dire au revoir à tous nos amis, pour vous remercier. Mais tu as le mot de la fin parmi les panélistes. Qu'est-ce que tu montres une fois que tu as bien parlé, que tu n'es pas loin d'emporter la décision? C'est quoi le coup fatal côté EXP? Et alors, moi, souvent, je sors mon téléphone, je fais un partage de connexion et je les emmène dans le monde, qui est notre métaverse. Parce que Mark Zuckerberg parle tous les jours du métaverse, mais nous, ça doit faire une dizaine d'années qu'on le vit au quotidien. Et là, c'est le silence. Les gens sont captivés. Les gens se disent, mais c'est un monde très, très intéressant. Et je leur dis, écoutez, c'est pas seulement un monde intéressant, c'est un monde très fonctionnel qui nous permet, avec nos 69 000 agents dans 18 pays, d'accélérer vos ventes. C'est ça. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent. Tous les autres les objections ont été validées ou ont été répondues avant. Et là, ils se disent, bon, je signe, quand est-ce que ça va vraiment avoir lieu et comment je peux être confiant sur la durée. Ben, je lui dis que ça dure le moins longtemps possible, en fait. Pour eux, ils veulent que ce soit vendu demain matin. Alors, je leur dis pas ça, évidemment, mais ils voient bien qu'avec les outils qu'on a, ben, en fait, on contacte des gens dans le monde entier et les gens dans le monde entier nous contactent. Enfin, moi, je l'ai vécu pour un bien au Portugal, dans différents pays, et je l'ai vécu aussi pour des biens ici sur Paris ou en Corse. Donc, c'est un outil, et c'est peut-être ça qui fait la différence vis-à-vis des clients, c'est d'être hyper réactif et encore une fois, de l'humain, la technologie avec l'humain. C'est pas la technologie pour la technologie, c'est la technologie pour de l'humain et pour gagner du temps. Eh ben, c'est bien pour ça que le sujet de la technologie, je l'ai évoqué juste à la fin. C'était bien pour montrer que c'était la cerise sur le gâteau, mais que le gâteau était fait de chair et d'humain. Donc, on est bien d'accord. Vraiment, un grand merci à nos trois panélistes. D'ailleurs,
La Maison d'Amarante est très flattée d'être souvent remerciée à la fin des webinars par des mails sur la discussion. Je pense qu'il faut aussi remercier les panélistes puisque c'est eux qui apportent la valeur à ce type d'événement. Donc, merci Caroline, merci Olivier, merci Thierry d'avoir représenté vos réseaux et d'avoir vraiment partagé, je pense, beaucoup de bonnes pratiques. Voilà, je vois que les gens vous remercient. Merci aussi beaucoup. On était 145, on est là encore 125 participants à ce webinaire. Donc, c'est un des, je pense, celui où il y a eu la plus grande influence. Donc, vraiment, je vous remercie. J'espère que ça vous a appris des choses. Je réitère mon appel de tous les webinaires. N'hésitez pas à nous proposer des thèmes. Vous voyez sur le terrain des choses que nous, je parle de la maison des mandataires, on ne voit pas, on voit moins. Donc, faites-nous remonter des sujets. Faites-nous remonter des inquiétudes ou des sujets de discussion. Et vraiment, on les traitera et on est là pour ça. Donc, je pense qu'on ne fera pas de webinaire en décembre puisque ça nous amènerait, comme on fait toujours le dernier jeudi du mois, ça nous amènerait pendant les fêtes, mais on en fera un janvier. Donc, n'hésitez pas à proposer des thèmes pour le webinaire de janvier. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour notre newsletter. Maintenant, je crois que la plupart des gens sont abonnés, hein. Je sais que chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire. Vous êtes des milliers à lire. Et donc, moi qui tiens la plume de l'édito, j'ai une grande responsabilité maintenant. Donc, j'essaye de vous partager un petit peu. Je vous invite à lire celle de mercredi, donc celle d'hier, hein, puisque on partage notamment les résultats d'une étude qui a été menée par le cabinet de sondage Harris Interactive sur le rapport des Français au logement, qui est, je trouve, une étude très intéressante qu'on essaye de retranscrire rapidement. Et je vous donne rendez-vous le 9 novembre, pour ceux qui sont encore là, pardon, le 9 décembre, et je vais vous donner l'heure exacte. Je vous donne rendez-vous, pardon, le 10 décembre, le vendredi 10 décembre à 9 heures, puisque vous savez que maintenant, on a un deuxième format de vidéo à la Maison des Mandataires. Donc, le vendredi 10 décembre à 9 heures, je vous ferai une petite conférence en ligne sur la question des taux d'intérêt. Vont-ils augmenter? Vont-ils diminuer? Si oui, quand, comment, à quelle vitesse et quelles en seraient les conséquences? C'est des questions que vous posent vos clients. Ça nous a été remonté, en tout cas des interrogations. Et donc, on va essayer de vous éclairer. Je vais essayer de vous éclairer. Donc, ce sera une conférence en ligne, comme je l'ai faite il y a 2 semaines sur un autre sujet, le 10 décembre à 9 heures. Voilà. Merci aux spectateurs. Merci encore une fois aux panélistes. Et puis, rendez-vous tous les mercredis à la newsletter, le 10 décembre pour la conférence et puis fin janvier pour le prochain webinaire. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.